Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes des étudiants de Montpellier Supagro en spécialité système d'élevage. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la présentation de nos travaux sur la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Nous avons été encadrés dans ces travaux par Jean-Baptiste Ménassol, Théo Christ, Imad Chakra, Nicolas Deveau et Magali Jouvent. Donc, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle l'élevage numérique. Donc, notre sujet a été l'utilisation de GPS pour caractériser les comportements d'un troupeau d'ovins et de caprins encadrés par des chiens en conduite pastorale. Donc nous allons aborder plusieurs points dans cette présentation. Tout d'abord, nous allons vous faire une introduction de notre sujet et de notre commanditaire. Nous allons ensuite vous présenter les objectifs de nos travaux. Ensuite, nous vous parlerons du matériel et des méthodes que nous avons utilisées. Ensuite, nous vous présenterons nos résultats et nous vous présenterons l'interprétation de ces résultats avec les perspectives de ces travaux. Au sein du projet Ellenum, il y a 10 élèves de Montpellier Supagro qui appartiennent donc à la spécialité système d'élevage. Pourquoi nous avons fait cette étude? Donc le numérique est de plus en plus utilisé et accessible aux éleveurs de nos jours. Et l'intérêt d'Ellenum, donc élevage numérique, c'est de permettre d'accéder à des outils numériques à des éleveurs qui ont un élevage, une conduite pastorale de leurs troupeaux. Et donc pour cela, il leur faut des outils qui sont adaptés, donc adaptés à leurs conditions d'élevage, que ce soit des conditions climatiques variables, des diversités dans le milieu, mais également des difficultés dans l'accès à des réseaux par exemple, ou à l'électricité tout simplement. Et également qui fournira des données qui leur seront utiles. Et c'est pourquoi nous avons travaillé donc, en partenariat avec un commanditaire qui est Patrick Maillet et que nous allons vous présenter. Mais qui est Patrick Maillet, notre commanditaire? Donc, Patrick est un éleveur d'ovins et caprins en plein air sans bâtiment aux alentours de Claré. C'est un élevage itinérant qu'il a mis en place depuis 2014. Il accède aux terres qu'il pâture principalement grâce à des accords oraux de communes ou de privés qui l'acceptent. Ces surfaces pâturées sont donc très variables, allant de 600 hectares au double pâturés par an. Et ces surfaces sont principalement des bois de chêne vert et des garrigues. Le troupeau de Patrick est constitué de 400 à 450 bêtes, donc 2 tiers d'ovins et 1 tiers de caprins, qui sont conduits en différents lots de taille variable. Les produits de l'élevage sont très diversifiés, avec notamment de la viande sous diverses formes, de la laine ou encore la fumure. Voilà ce que Patrick attendait de notre collaboration. Je cite: « J'aimerais un outil GPS fonctionnel qui puisse m'alerter par SMS quand une bête n'est plus dans la zone de pâturage et qui soit adapté à mon mode de conduite. Je suis intéressée de savoir quel est le comportement de mes bêtes et de mes chiens, mais également de pouvoir confronter mon expertise des milieux avec d'autres méthodologies. » Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le système de Patrick pour bien comprendre ses objectifs, qu'est-ce qui détermine son système, quelles sont ses problématiques. Nous allons commencer en mars, qui est la période des mises bas. Donc lors des mises bas, les mères sont sur une zone en plaine où l'éleveur peut faire des parcs côte à côte tous les jours pour ne pas avoir à déplacer le troupeau et les nouveau-nés. Ensuite, fin mars, le troupeau doit partir des plaines puisque le débourrement de la vigne commence et il ne peut pas rester en plaine à ce moment-là. Il va donc de avril à juin sur une zone constituée de garrigues et de bois avec des ressources diverses, sur une zone qui est chassée tout le reste de l'année. C'est donc seulement ces mois-là qu'il peut pâturer. Lorsque la ressource commence à s'épuiser, le troupeau part en estive de juillet à octobre et où il va redescendre donc, environ courant novembre, donc après les vendanges,
aussi pour ne pas rentrer en conflit avec les vignerons en plaine. Et de novembre à février, le troupeau va se déplacer progressivement et tranquillement jusqu'à la zone de mise bas, en pâturant différents milieux. Ce peut être des garrigues, de la vigne, des friches ou encore du bois, pour retourner à la zone de mise bas. Donc maintenant, nous allons passer à la partie chiens de travail, donc qui concerne les chiens de conduite et les chiens de protection. Tout d'abord, les chiens de protection, donc, ils sont utilisés à protéger le troupeau contre divers perturbateurs ou prédateurs, comme le loup, le lynx, ou encore les sangliers, comme chez Patrick, qui détruisent les clôtures des parcs. En quelques chiffres, c'est plus de 4000 chiens qui sont financés en 2019. On n'a pas une information exacte sur le nombre de chiens en France. Concernant les attaques de troupeaux, on compte environ 12 500 victimes par an, qui est un chiffre stabilisé environ depuis 2017, et qui compte sur ces 12 500 plus de 10 000 ovins. Ensuite, on n'a pas un nombre exact de remontées des accidents liés aux chiens de protection et aux autres usagers, car il n'y a pas de remontée de la part des victimes. Et ensuite, on sait qu'il y a plus de 2600 troupeaux protégés en 2018. Ensuite, un petit point sur la législation, donc c'est le propriétaire du chien qui sera responsable, ou la personne dont la garde a été transférée, qui sera responsable en cas d'attaque ou d'accident. Et au niveau pénal, ça sera le propriétaire du chien qui sera accusé. Maintenant, nous allons passer à l'interview avec Patrick qui nous explique un peu le fonctionnement de ces chiens de protection et de ces chiens de conduite. Nous avons rencontré Patrick afin d'échanger avec lui autour des chiens qu'il utilise en tant que berger. Il a 2 chiennes de protection pour son troupeau. Ce sont 2 femelles de race berger d'Anatolie, aussi appelées Kangal, et il a récemment perdu son patou d'une torsion d'estomac. Pourquoi utiliser des chiens de protection dans votre élevage pastoral ? Première raison pour moi qui m'a conduit à faire l'acquisition de Lima, donc le montagne des Pyrénées, le patou, c'était les problèmes de dégâts aux clôtures dus aux sangliers. Et que, donc là, on voit, il y a de la clôture, donc du filet, et derrière, il y a de la vigne. On entend, derrière la vigne, il y a la nationale. Au moins 1-2 fois par semaine, on se fait trouer les clôtures par les sangliers. Clôture trouée, troupeau dehors. Pas toujours, mais souvent troupeau dehors. Troupeau dehors quand la vigne est en fruit ou quand c'est les heures de pointe sur la départementale ou même sur la départementale tout court, c'est pas gérable. Donc on a pris les chiens de protection pour se prémunir au maximum des dégâts de sangliers. On a aussi subi des attaques de prédateurs type canidés, que ce soit ici, donc en plaine du côté de Quissac ou à l'Estive. Et pour aussi prévenir ce genre de problème, on a persisté dans le fait de s'équiper avec des chiens de protection. Quelle différence de fonctionnement entre un patou et un kangal ? En gros, le patou, il est au milieu du troupeau quand il y a un élément étranger, il va à la rencontre de l'élément étranger, il évalue la menace et il répond en conséquence. Donc sa première arme ou son premier outil, c'est l'aboiement, la dissuasion. Alors que les bergers d'Anatolie, elles sont rarement au milieu du troupeau. Comme là, les 2 chiens sont là derrière, le troupeau est là. Le patou serait au milieu des bêtes, il serait venu nous voir, faire connaissance, nous baver sur les mollets et se faire gratte-gratte et ensuite il serait retourné au troupeau. Elles ne sont jamais au milieu du troupeau, elles sont toujours en périphérie. Et
Leur boulot, c'est de faire les sentinelles, de repérer, se mettre sur les points hauts, ou alors faire des rondes autour du troupeau, repérer et faire le ménage. En silence en général. Donc il y en a un, c'est plutôt de la dissuasion et l'autre, c'est plutôt du ménage. Comment ça se passait avec à la fois un patou et 2 bergers d'Anatolie? C'était super parce que c'était très complémentaire. On avait le patou qui était toujours au milieu et qui... Alors soit on utilisait tous les chiens et là on avait une protection optimale, on va dire. Ou alors on adaptait l'usage des chiens en fonction des lots de bêtes. Par exemple à l'estive, on a le grand troupeau qui est gardé comme en estive. Donc il y a un berger, des chiens de conduite, des chiens de protection. Et dans ce cas-là, on avait le patou qui était là parce que c'est un secteur qui est très fréquenté par les touristes, y compris des touristes accompagnés de chiens. Par contre, elles étaient avec les béliers, avec les petits lots qui restaient eux en parc tout l'été. Et on avait une présence qui était beaucoup plus faible, donc là, elles ne passent pas les clôtures. Donc vu qu'il y a la clôture pour garder les autres usagers en dehors du rayon d'action des chiens, là, il n'y a pas de souci. Comment gérez-vous les interactions des chiens de protection avec leur environnement? Dans les interactions des chiens de protection, il y a l'interaction avec le troupeau, mais ça, le troupeau est habitué à tous les chiens de protection, donc il n'y a pas de souci. Ces interactions ne sont pas des interférences. Il y a interaction avec les chiens, c'est encore dans mon domaine de maîtrise. Par contre, il y a aussi les interactions avec les autres usagers du territoire. Le choix de quel chien on met à quel endroit, il est essentiellement en fait lié à ça. Quand on est dans des secteurs très fréquentés par des gens potentiellement accompagnés de chiens, on ne prend pas les chiens de protection qui par nature font le ménage. Voilà, donc les 2 bergers d'Anatolie sont souvent en parc, ou alors quand on les a en garde, donc en liberté, on ne prend jamais les 2 parce que les 2 ont un effet, ça fait un effet meute et qui est plus difficilement gérable à la voix. Par contre, les interactions avec les autres usagers, notamment la chasse, est assez problématique. Donc socialement, pour arriver à calmer les choses, l'été prochain, on ne les met pas à l'estive. Elles restent avec les chèvres en dehors de l'estive. Et on a dit qu'à la première alerte, s'il y a un problème sur un troupeau de prédation aux alentours ou si on a la moindre alerte, on provoque une réunion avec tous les usagers et on règle le problème. Que ce soit l'Institut de l'élevage, la pastorale pyrénéenne, enfin tous les gens qui travaillent sur les chiens de protection nous disent théoriquement on devrait avoir un rappel sur tout chien parce que la loi dit qu'on doit avoir maîtrise de nos chiens, sauf que dans la réalité, ce qui est voulu par rapport aux chiens de protection, c'est qu'ils fassent leur travail. Concrètement, quel est leur travail? Une action de protection, c'est pas je cours pour aller bouffer tout ce qui bouge, c'est je cours pour aller évaluer la menace ou pour intervenir sur quelque chose qui est considéré par le chien comme une menace pour le troupeau. Et c'est au chien de décider. C'est à nous d'essayer d'apprendre au chien à bien évaluer la menace, mais c'est au chien d'évaluer la menace et c'est au chien de prendre la décision. Dans la pratique, c'est pas à nous Et quand on garde en milieu boisé où on voit pas la moitié du troupeau parce qu'on est en zone de garrigue ou à l'estive dans les bois des travers du Causse Noir, on voit pas la moitié du troupeau, voire on ne voit pas le troupeau du tout, on garde à l'oreille et les chiens, il faut qu'ils fassent leur travail. Vos chiennes sont-elles déjà intervenues contre un loup? Je ne sais pas, a priori non. Elles sont déjà intervenues sur des promeneurs, trailers accompagnés de chiens en liberté, de bordeurs, de canapés,
mais qui ont quand même la génétique du border avec l'intérêt qu'un border peut avoir pour un troupeau. Et j'étais en train de garder en bord de falaise, justement parce qu'on était pendant le confinement hors jour de chasse, etc. Donc je devais croiser personne. Donc tous les chiens de protection étaient en liberté. Il y a un type qui s'est pointé là avec ses chiens et que le chien a commencé à contourner le troupeau et du coup poussé vers la falaise. Patrick a également des chiens de conduite, dont Yel, que vous voyez à l'image, et qui est son chien de travail au quotidien. Il forme actuellement la fille de Yel pour le travail de conduite. Ces chiens n'interfèrent pas avec les autres usagers du territoire car ils vivent avec le berger et sont sous son contrôle lorsqu'ils sont avec le troupeau. Donc nous en venons maintenant au matériel et méthodes que nous avons déployés pour répondre à notre objectif. L'objectif étant d'obtenir un outil GPS opérationnel et de caractériser les zones pâturées. Pour ça, on s'est divisé en 3 groupes. Un premier groupe, le groupe GPS, qui a installé 5 GPS sur 5 animaux différents pour pouvoir les suivre et voir ce qu'ils faisaient dans les différents parcs. Donc les GPS prenaient des points toutes les 5 minutes. Ils ont ensuite téléchargé ces données sur téléphone et ils ont enfin réalisé des observations comportementales sur quelques animaux sélectionnés. Ensuite, le groupe pastoralisme avait pour rôle de rencontrer l'éleveur pour discuter avec lui des pratiques de pâturage et voir ce qui déterminait ses pratiques et aussi ses objectifs. Ensuite, nous avons identifié les différents topofaciès et les espèces végétales présentes sur les différentes zones pâturées. Les topofaciès étant des zones relativement homogènes en termes de diversité spécifique et en termes de topographie. Ensuite, nous avons fait une analyse corrélative entre les espaces pâturés et la végétation présente sur ces zones. Enfin, le groupe télédétection avait pour rôle de contextualiser l'évolution de l'occupation du sol dans le temps. Ils ont aussi réalisé une analyse géomatique des strates végétales via le logiciel QGIS. Et enfin, ils ont croisé les données GPS et pastoralisme pour pouvoir analyser les données. Donc maintenant, on va passer un peu aux résultats de nos analyses. Donc le premier résultat, un petit peu à une échelle des communes Claré et Sauterargues, ça a été l'évolution de l'occupation du sol entre 90 et 2018. Donc ce qu'il y a sur la carte, c'est juste les zones qui ont changé d'occupation du sol. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est une urbanisation au niveau autour des communes, donc surtout Claré, et également une fermeture du milieu au sud de Sauterargues et un peu une ouverture du milieu à l'ouest de Claré. Donc par rapport à notre étude, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des changements d'occupation du sol, l'urbanisation a surtout pris la place de la vigne, mais par rapport aux zones pastorales, l'impact qu'il y a eu, c'est plus qu'elle s'est retrouvée associée à des espaces qui utilisent d'autres usages potentiellement incompatibles, comme la chasse, le tourisme avec les randonneurs, des cultures ou de l'urbanisation. Donc à une échelle d'un temps un peu plus long, et sur la zone qui a été pâturée par l'éleveur la première semaine, c'est 75 et 2018 qu'on compare, et on se rend compte qu'en 75, c'est un espace très agricole, éloigné des habitations, très ouvert également, alors qu'en 2018, ce même espace il se retrouve enclavé, encerclé entre des habitations, et que les espaces qui n'ont pas été bâtis, ils se sont enfrichés, et il y a une fermeture du milieu également. Donc maintenant je vous laisse la parole à mes camarades qui vont vous présenter l'analyse qu'ils ont faite de la végétation sur le terrain plus précisément. Le groupe pastoralisme s'est rendu donc sur le terrain pour analyser la végétation présente et caractériser les topofaciès. Nous avons donc décrit 6 topofaciès sur la zone de Claré. Nous avons donc en violet la zone que l'on a décrite comme une grande friche à graminées, qui sont relativement homogènes, bien qu'il y ait quelques massifs de thym par endroit. Ensuite, nous avons en vert, nous avons les zones de broussailles qui sont relativement fermées, avec une zone très fermée au nord, et au sud, une petite partie qui comprend des oliviers qui représentent une bonne ressource pour les animaux. Ensuite, nous avons en jaune un espace herbacé
qu'on a caractérisée comme ensoleillée parce que c'était la partie la plus sèche de la zone et qui peut permettre aux animaux sûrement de se reposer. En rouge, nous avons une zone de sous-bois qui représente très peu d'aliments pour le troupeau parce que la strate ligneuse est inaccessible puisqu'elle est très haute. En vert clair, nous avons des zones de petites prairies que l'on a caractérisées comme fraîches. Elles sont constituées de graminées mais ne sont pas sèches comme dans les friches. Et enfin, on a une zone de garrigue en rose qui est constituée de mixtes entre strates herbacées et strates ligneuses. Et donc on y retrouve des espèces aromatiques comme le thym, le romarin en grande quantité. Et aussi la filante de Montpellier qui est une petite plante très appétante pour le troupeau. Nous avons analysé les ressources alimentaires présentes sur les topofaciès, c'est-à-dire pour chaque topofaciès, nous avons évalué la part et l'abondance de certains types de végétation qui sont présents sur le diagramme. Par exemple, nous pouvons voir concernant la garrigue, donc en rose sur la carte et le diagramme, que sur ce topofaciès, il y a une quantité assez importante de ligneux consommables, notamment de chêne vert, d'aromatiques, de romarin et de thym. Mais il y a aussi une quantité non négligeable de graminées, très appréciées qui permettent aux brebis de manger rapidement, et d'affilantes. Les ressources alimentaires majoritaires en hiver pour les animaux sont les graminées et les ligneux consommables. Donc cette analyse nous permet d'identifier quels topofaciès peuvent être plus ou moins intéressants pour les animaux. Et nous avons aussi analysé le confort du troupeau sur les différents topofaciès, donc selon 4 modalités. Le fait de pouvoir circuler facilement pour les animaux, de pouvoir s'abriter, de pouvoir manger vite, donc avec de la nourriture appétante et abondante, et de se reposer regroupé. Donc par exemple, nous pouvons voir pour la zone herbacée ensoleillée en jaune que cette zone est au maximum sur tous ces critères. C'est une zone ouverte, donc les animaux peuvent se regrouper et se reposer facilement, circuler facilement aussi. Ils peuvent manger vite car il y a beaucoup de graminées, et s'abriter également car on a quand même la présence de ligneux sur cette parcelle. En étudiant cela sur chaque topofaciès, nous pouvons supposer le comportement des animaux sur ceux-ci. Donc après cette analyse de terrain, on a essayé de voir si on pouvait avoir une approche plus numérique par la télédétection. Donc c'est une analyse géomatique de la végétation. Donc on a utilisé un indice qui rend compte de l'activité chlorophyllienne de la végétation au sol. Donc forcément ça ne rend pas exactement compte de ce qu'il y a sur le terrain, et surtout qu'on a fait des classes, alors que sur le terrain on a un continuum qu'on vous représente. Donc la première classe, c'est tout ce qui est minéral et sol nu, qui apparaît en rouge sur la carte. La deuxième classe est des sols partiellement nus, qui apparaît en orange. La troisième, un couvert herbacé ras, couleur sable. Ensuite, en vert clair, c'est tout ce qui est herbacé, haut, dense ou des arbustes. Et en vert foncé, enfin, un couvert arboré, une strate arborée, donc des lignes hauts. Donc voilà ce que ça donne en termes sur le terrain et puis sur la carte. Et on a, pour analyser cette carte, évalué la répartition de chacune de ces classes dans les parcs pâturés par les brebis. Donc on se rend compte à cette échelle que voilà, il y a 2 parcs au sud qui sont plutôt très ouverts et un parc au nord qui est plutôt boisé. Pour aller plus loin, on a fait cette même analyse, mais à l'échelle des topofaciès qui vous ont été présentés précédemment. À cette échelle, on se rend compte qu'avec notre méthode, on arrive à distinguer certains topofaciès. Donc par exemple, on arrive à distinguer une friche agraminée d'une prairie fraîche ou une prairie herbacée ensoleillée. Par contre, certains topofaciès sont trop proches au niveau des strates de végétation. Donc ça va être par exemple une friche agraminée et une garrigue, ou une broussaille et un sous-bois. Et donc,
Pour les distinguer, l'approche terrain donc avec des données floristiques sont indispensables. Maintenant, on peut croiser cette analyse avec les données GPS et les observations du comportement des animaux. Ici, sur la carte, on peut voir les déplacements d'une chèvre en marron et d'une brebis en gris sur 2 parcs pâturés chacun 24 heures. Le premier parc correspond à une friche à graminées, en violet sur la carte, et le second parc correspond aux autres topofaciès, représentés sur la carte. Cette analyse nous permet de répondre à 2 questions qu'on se posait. Premièrement, quelles zones les animaux explorent-ils ? On voit que les animaux n'explorent pas tout le parc en 24 heures. Et plus précisément, les zones non explorées correspondent à des zones fermées ou dont la forme n'invite pas le troupeau à s'y aventurer. Par exemple, on le voit avec la zone verte très embroussaillée au nord-ouest ou encore avec la pointe violette au sud. Deuxièmement, est-ce que les déplacements des animaux permettent d'identifier les limites des parcs ? Là, on peut dire que non, en tout cas, pas pour un pâturage de 24 heures sur un même parc. Comme on l'a supposé précédemment, cette méthode nous indique à nouveau que le topofaciès zone herbacée ensoleillée, en jaune sur la carte, est un lieu apprécié pour le repos ou pour l'alimentation. Pour confirmer nos hypothèses, il est possible par la suite d'analyser l'ensemble des données GPS et comportementales grâce à un algorithme que nous venons de finaliser. Concernant les résultats de l'algorithme de franchissement de zone limite, le dispositif a été testé à l'Institut Lagro en se déplaçant avec le GPS. Il est possible de créer une zone limite sur une carte avec 3 points GPS minimum pour faire une zone. Et en se déplaçant avec le GPS au sein de l'Institut Lagro, nous avons vu que le dispositif pouvait détecter sa position hors zone avec une zone d'incertitude d'environ 10 mètres. Grâce à l'interface, il est aussi possible de paramétrer les GPS. Concernant les limites de notre algorithme et de ce dispositif, l'interface réalisée nécessite de rentrer les coordonnées des barrières à la main. Elle ne définit pas automatiquement la zone tampon ni la zone d'exclusion. Et l'alerte se fait seulement grâce à une lumière bleue clignotante sur le dispositif. Il n'y a pas de SMS envoyé ou d'alerte téléphonique. Ces nombreux résultats nous ont permis d'ouvrir la voie à plusieurs perspectives dont nous allons vous présenter les 3 principales. La première de ces perspectives concerne le franchissement des zones limites. C'est un module que nous avons baptisé le GeoFence. L'éleveur est capable, à travers d'une interface web, de définir de manière automatisée les coordonnées GPS de sa clôture. Et derrière, l'algorithme que nous souhaitons développer définirait le polygone comme zone de pâture que vous voyez en vert. L'éleveur pourrait rentrer une distance X qui formerait une zone tampon que vous voyez en orange, qui serait une zone dans laquelle les coordonnées qui sont certes hors zone de pâture ne seraient pas prises en compte. Cela permettrait d'éviter une alerte alors que la brebis était peut-être juste trop proche de la clôture. Ainsi que la définition d'une zone d'exclusion qui permettrait d'éviter les alertes pour un module qui serait capté à une distance aberrante de la zone de pâture, qui pourrait être due à une mauvaise captation du module par les satellites. Nous souhaitons également équiper la plateforme LoRa, donc que vous voyez juste en dessous, d'un moyen donc, de décision pour l'envoi d'alerte. Nous souhaiterions qu'il n'envoie une alerte à l'éleveur qu'à partir de 3 sorties de zone enregistrées pour pallier à des mauvaises définitions des modules dans leur espace. Et donc d'équiper cette plateforme d'un module d'envoi de SMS d'alerte. Je laisse maintenant la place à Maxence qui va vous parler de la perspective relative au comportement animal. Donc maintenant, sur les perspectives de comportement, il serait intéressant de suivre le troupeau, y compris les chiens, pour observer les distances au troupeau, le comportement des chiens lors d'une garde, afin que le berger puisse adapter l'utilisation de la protection en fonction des autres usagers. Il serait également intéressant de suivre les chiens de conduite grâce à un mode d'acquisition en continu qui permettrait d'avoir une idée du niveau d'utilisation de chaque chien, comme la distance parcourue et à quel moment ils utilisent les chiens, afin de mieux connaître le comportement des chiens de conduite en travail. Et enfin, il serait très intéressant d'équiper une grande proportion, voire la totalité du troupeau, afin de mieux connaître les interactions sociales des animaux, pour savoir si des groupes se forment au sein du troupeau, mais également de mieux connaître le comportement du troupeau au pâturage, pour connaître les zones d'alimentation, d'abri, et de repos. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture du milieu et l'impact sur le territoire. La dernière perspective est celle du suivi de l'impact de ces élevages extensifs sur le territoire.
Nous souhaitons que les données récoltées au travers de ces modules puissent servir aux acteurs et ainsi qu'aux éleveurs à évaluer l'impact qu'ils ont sur le territoire, l'ouverture des milieux, leur entretien, et pouvoir à terme vraiment obtenir des données relatives à l'entretien de ces espaces ouverts par les élevages extensifs et peut-être même valoriser l'installation dans ces modes de conduite. Je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui, de l'attention que vous avez portée à notre présentation, à notre projet. Et je vous invite à participer maintenant avec nous à une phase d'échange, de discussion. Nous allons tâcher de répondre à vos questions et de débattre si vous avez des interrogations ou des remarques à nous faire autour de ce projet, de cette thématique. Merci encore.